Bienvenue à toi, Daniel. Bienvenue chez ICF Hauts-de-France. Et puis, bienvenue à tous. Nous espérons que notre escapade dans l'île du Donner et Recevoir avec Thierry Pommier et Nelly et Nausicaa vous aura donné des ailes. Vous pouvez retrouver les vidéos sur le site du voyage dans notre blog. Et puis, si vous souhaitez recevoir des CCU, envoyez-nous votre demande. On vous les enverra sur présidence Nord-Pas-de-Calais @coachfédération.fr. Voilà. Lors de nos partages avec les membres de l'antenne, le choix pour nous a été très rapidement de faire une étape sur l'île de l'ombre et de la lumière, parce que c'est essentiel dans nos accompagnements. Traverser le brouillard de notre obscurité inconsciente et faire alliance avec notre part de lumière. Les coachés que nous accompagnons, nous-mêmes, avons besoin de toute notre estime de nous-mêmes pour affronter ce qui pourrait nous effrayer. Et donc, cette escale va nous y aider. Au nom de l'antenne ICF Hauts-de-France, merci à toi, Daniel, de nous accompagner sur cette voie. À toi, Francine. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce nouveau partage, ta dernière escale avant l'arrivée au port. J'espère que vous serez tous là avec nous. Et je voudrais dire un mot sur l'ombre et la lumière en commençant par une citation d'Aimé Césaire qui nous dit « C'est quoi la vie d'homme ? Une vie d'homme, c'est quoi ? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Et c'est avec ferveur que nous avons concocté choisi ce thème qui nous a interpellés de façon presque évidente. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il est vraiment ces deux réalités qui modulent notre existence. Que l'on pense à le jour et la nuit, le soleil et la lune, la luminosité, l'opacité, l'obscurité, la clarté, c'est vraiment deux réalités qui se juxtaposent. Et si nous avons tant besoin de lumière en tant que coach, en tant que personne, c'est que l'ombre se laisse saisir plus difficilement. Ombre et lumière nous permettent d'opérer un passage entre de multiples domaines de notre existence et de nous enrichir. Être vu et ne plus être vu. Être un moi public, un moi privé. Ce qu'on dit, ce qu'on garde pour soi. Voilà. Et quelquefois, la lumière éclate comme une vérité derrière cette part d'ombre. Donc voilà, c'est parce qu'elle représente vraiment la grande complexité de la psyché humaine que l'ombre et la lumière nous interpellent. Et pour parler de ce thème porteur pour nous, coach, nous avons invité un intervenant, un conférencier très haut en couleur, comme vous le voyez derrière l'écran, Daniel Morel, qui s'est frotté à cette complexité jusqu'à mettre un genou à terre, comme il l'indique, vers 50 ans. Depuis, il a tout réinitialisé, ses croyances limitantes, son personnage, pour aller à la rencontre de sa vraie nature. Voilà, il était cadre dans l'industrie agroalimentaire. Il a été vraiment dans le domaine de l'entreprise et puis il a été ensuite enseignant. Il a multiplié les diplômes de développement personnel, enseignant PNL, formé à l'énéagramme, cohésion d'équipe, CNV, etc. J'en passe, c'est les meilleurs. Mais enfin, sa particularité, c'est quand même d'être un père de 6 enfants et qu'il puisse son expérience et ses liens dans ce que lui renvoie et sa famille et les personnes qui l'accompagnent dans un mouvement perpétuel, un peu comme ça, un peu d'aller et retour.
Donc, c'est avec grand plaisir que je donne la parole à Daniel Morel, qui est du fond de sa Bretagne natale, oui, va nous éclairer sur ce thème majeur de la dualité, qu'est l'ombre et la lumière. Voilà, à toi, Daniel. Waouh, waouh. Donc, mais je suis d'accord avec effectivement tout ce que tu as dit. Un tout petit bémol sur le fait que tout soit réglé aujourd'hui. Hein, je dirais. Donc, non, vous avez un être humain assez ordinaire devant vous. Je ne suis pas descendu d'un nuage, même s'il y en a beaucoup en Bretagne ce matin. Donc, non, je suis descendu de mon lit et donc, comme tout le monde, j'ai pris mon petit déjeuner. Donc, mais sur le reste, oui, c'est très juste. Hein, après avoir un parcours dans l'industrie, dans le social, je me suis intéressé plutôt au monde du développement personnel. Je pense en avoir fait à peu près tous les travers, voilà, tous les égarements. En fait, sûrement pas tous, parce que je vais encore en faire d'autres, mais et jusqu'à ce que la machine tombe en panne. Et pour moi, c'était lorsque la machine familiale, en fait, s'arrête et qu'à un moment donné, malgré le fait d'avoir beaucoup d'enfants, eh bien, ça me faisait beaucoup de messages assez clairs. Quand il n'y en a pas un seul qui a envie de venir te voir, eh bien, à un moment donné, tu te dis, tiens, il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose. Et donc, je ne pouvais donc pas m'appuyer sur toute ma connaissance, enseignant certifié PNL, 2 masters en hypnose, formé effectivement CNV, méthode Jacques Salomé, cohésion d'équipe, tout un tas de trucs, très reconnu dans son métier, dans son monde professionnel, comme étant quelqu'un qui connaît et maîtrise parfaitement son métier. Donc, super, sauf qu'au bout d'un moment, c'est tombé en panne et j'ai souhaité, je dirais, comprendre ce qui m'arrivait, ce qui m'était arrivé. Et je suis toujours en train de chercher, ça fait à peu près 6 ans, 7 ans que ça m'est arrivé. Et je suis toujours en train de rechercher parce que je me suis dit, mais comment se fait-il que toutes ces techniques-là qu'on apprend dans des centres de formation, comme moi j'ai un centre de formation, ça peut quand même nous amener dans le mur. Ça peut quand même faire que, en fait, ça marche pas. Voire même pire. Mais pire, c'est déjà mieux que rien, parce que pire, au moins, on va dans le mur plus vite et ça permet, je dirais, de se réveiller un peu plus tôt. C'est plus violent, plus difficile, mais ça va plus vite. Alors, je me suis intéressé à non pas à l'équipement que j'ai pu recevoir pendant toutes ces années suite à beaucoup de formations. Je crois que c'est... je sais plus qui dit ça, mais il dit... je préfère forger mon âme que de l'équiper. Eh ben, je dirais que c'est tout à fait, je dirais, dans un premier temps, moi j'ai équipé mon âme ou mon être ou mon personnage, et après, j'ai commencé à forger quelque chose, et c'est à partir du moment où j'ai commencé à forger que les choses ont commencé à changer. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez content, je dirais, d'un point de vue professionnel, des nouveaux axes que j'ai choisis, d'un point de vue familial. Ce soir, malgré le confinement général, on fait une grosse fête de famille à la maison et avec une ambiance qui est très sympa. Et je suis passé encore voir 4 de mes enfants qui ont monté leur entreprise hier avec un accueil d'une grande chaleur et pour un papa, c'est absolument important. Et je dirais que mes relations aussi avec ma maman, je n'ai plus que ma maman, se sont beaucoup améliorées aussi. Et peut-être pour la première fois de ma vie, je trouve que la vie est plutôt simple. Voilà. Et 50 ans de trucs hyper compliqués où j'avais l'impression de vivre à l'intérieur d'un ordinateur extrêmement compliqué. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'en être sorti puis de commencer à vivre, tout simplement, à vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Alors moi, ce que je voudrais vous partager avec vous, c'est ce qui m'a aidé parce que je suis devenu, parce que ça n'a aucun intérêt puisque j'ai encore tellement de boulot à faire que ça n'a pas d'intérêt. Bien évidemment, c'est une intervention sur l'ombre et la lumière. J'ai encore plein de trucs dans l'ombre. Et je suis très content d'avoir encore des trucs dans l'ombre. Ça veut dire que j'ai aussi beaucoup de choses à découvrir. Et j'avais noté une petite phrase de Freud, avec lequel je suis moyennement d'accord souvent, mais des fois il dit des trucs intéressants. Il dit « Celui qui apparaît parfait à l'extérieur cache plus de démons
que quiconque. Et je trouve que cette phrase est absolument passionnante parce que, je dirais, c'est là-dedans que je suis tombé. J'ai essayé d'apparaître comme quelqu'un de parfait à l'extérieur, étant donné toutes mes formations, tous mes machins. Donc, il était normal que je sois un type totalement abouti. Bah oui, mais les démons qui étaient les miens à l'intérieur, ou les caractéristiques qui étaient les miennes à l'intérieur, bah, œuvraient bien évidemment en sous-main ou en sous-marin, et que mon inconscient, que j'appelle Bernardo pour des raisons d'adolescence et de séries que j'adorais, et puis mon idole qui est Zorro, mais mon inconscient, lui, se fout un petit peu de ce que je voudrais montrer. Il va œuvrer d'une toute autre manière. Donc, c'est ça que je voudrais, ce matin, échanger avec vous. Je dirais, déjà, si on devait parler de l'ombre et de la lumière dans mon modèle du monde, bah, qu'est-ce que c'est ? Je dirais que, à l'origine, on a envie d'aller vers la lumière, hein, comme un arbre, comme une fleur, comme une plante. Même un arbre qui pousse sous un balcon, ben, il va prendre la forme du balcon, mais il va aller suivre et aller vers la lumière. Et ça doit être important pour nous qui sommes des formateurs, des coachs ou des thérapeutes, peu importe. Tout ça est un peu le grand même métier, même s'il y a des subtilités. Je dirais que ce qu'on a mis dans l'ombre, c'est tout ce qui n'a pas été accueilli par l'environnement. Alors, quand nous allons être amenés à accueillir des individus, on devra avoir une posture, une attitude, une telle humanité, une telle compréhension aussi que nous, on essaye de faire émerger des choses, mais que pour l'instant, ça n'a pas été accueilli. Et quand ça n'a pas été accueilli dans l'environnement, hop là, ça a tendance à faire marche arrière. Alors, c'est quoi être accueilli ? Ça veut dire que il n'y a pas d'enjeu. Hein. On va pas être là en train de distiller de l'amour, de la sécurité ou de la reconnaissance, si et seulement si tu as tel ou tel comportement. Mais qu'un besoin, un désir, une envie, une pulsion, un instinct, ça mérite d'être accueilli. Après, le rôle des parents n'est pas de réprimander, mais de rendre ça social. Hein, on a des instincts, moi j'ai des instincts de vie, des instincts de mort. Hein, j'ai voulu en supprimer quelques-uns dans ma vie. Je ne suis jamais passé à l'acte, et puis si je l'étais passé à l'acte, je vous le dirais pas, parce que ce serait quand même embêtant pour mon avenir. Mais ce qui est important, c'est que tout ça, ça demande à sortir de nous, et ça n'a pas besoin d'être réprimé, ça a besoin d'être éduqué. Parce que les circonstances, les situations vont faire qu'il y a des choses qui se trouvent dans l'ombre et dont on va avoir besoin. Et dont, par exemple, un peu d'agressivité, c'est intéressant. On est en train de jouer au ping-pong, et l'agressivité, elle est intéressante. On a aussi besoin d'être dans la compétition. On est en train de jouer à la belote avec tonton Marcel, c'est intéressant d'avoir aussi l'esprit de compétition. Si on est dans une soirée, l'esprit de compétition peut être moins intéressant. Donc on va se rendre compte que ce qui est dans l'ombre, c'est ce qui n'a pas été accueilli ni aimé par soi. Donc, si ça n'est pas accueilli par l'extérieur, on va considérer que c'est un défaut. Et vu que c'est un défaut, on va avoir énormément de mal à l'aimer. Et si on devait peut-être faire une métaphore entre le monde de l'humain et la nature, on va dire qu'une graine ou une plante qui ne reçoit pas de soleil, elle va pas se développer. Bon, il y a quelques-unes qui se développent sans soleil, mais ça, on va dire, c'est les champignons, des choses comme ça. C'est des choses qui viennent plutôt dans l'ombre. D'ailleurs, quand on a des problèmes d'ombre soi-même, j'ai une amie comme ça qui a une candidose, il y a trop de choses dans l'ombre, hein, parce que les champignons ont attaqué. Donc, mais l'idée, c'est que si nous, on pose pas d'amour sur nos zones d'ombre, ça va pas pousser vers la lumière. C'est l'énergie première, c'est de l'amour. C'est que s'il y a des choses qui ont été mal accueillies à l'extérieur, je vais mal les aimer à l'intérieur. Donc, je vais avoir tendance à les refouler. On sait très bien, hein, tout ce qui est refoulement, ça finit par fuir. Hein, par une circonstance, par une situation, ça va faire que ça va fuir. Un soir, on se rend compte que quelqu'un a bu 2 verres, et puis hop, tout d'un coup, ça y est, il n'arrive plus à maintenir, et puis ce qui avait été retenu, ça sort parfois de manière moyennement élégante. Donc, ça va être à nous de savoir que c'est un chemin pour aller
réaccueillir certaines de nos qualités, hein, parce que tout ce qui est dans l'ombre, ce sont des qualités. Ça, il faut le savoir, ce sont des qualités. Mais elles sont considérées par notre système comme des défauts. Et dans mon modèle du monde, qu'est-ce qu'un défaut ? Eh bien, c'est une qualité avec laquelle j'entretiens de très mauvaises relations. Et ça, c'est important de le savoir. Nos défauts ne sont que des qualités avec lesquelles nous entretenons de mauvaises relations. Ces mauvaises relations sont dues, dans un premier temps, à un mauvais accueil. Et vu que ça a été mal accueilli, on s'est dit, si c'est mal accueilli, je vais y perdre en amour, en sécurité ou en reconnaissance. Alors moi-même, envers moi, eh bien, je vais développer du désamour pour ces qualités que j'appelle mes défauts et que surtout, il faut absolument cacher dans notre personnage. Hein, le personnage étant ce qu'on veut vendre à l'extérieur. Hein, même quand on a des clients en coaching, d'abord, ils essayent de se vendre à nous-mêmes. Moi qui suis coach aussi, eh bien, je vois des clients qui essayent de se vendre. Bon, il va déjà falloir faire sauter ce premier verrou. Mais pour faire sauter ce premier verrou, il va falloir peut-être que je sois la première personne qui sache accueillir ce que la personne n'aime pas chez elle, de manière à ce qu'elle recommence à aimer ça chez elle. Et donc, ça nous amènera, après une petite explication sur la genèse de tout ça, sur deux choses, au final, qui sont les rôles que nous avons à jouer, qu'on ne peut pas tous jouer à cause du fait qu'on manque de matériel, parce qu'on a mis beaucoup trop de qualité dans l'ombre, et que quand on a des rôles à jouer, par exemple avec ma maman, moi j'ai un rôle de fils à jouer. Et si je laissais aller mon caractère ou ma personnalité, ça ne va pas du tout pour remplir ce rôle. Donc il va falloir que je puisse actionner pour rentrer dans ce rôle, à la fois des choses sur ma personnalité et que je puisse actionner aussi des choses sur mon caractère. Alors pour savoir un peu la différence qu'il y a entre rôle, caractère, identité, singularité, personnalité, eh bien, je vais vous emmener dans un petit voyage qui va se situer là dans l'espace, mais que j'essaierai aussi de vous donner dans le temps, parce que c'est avec le temps, depuis qu'on est né ou depuis qu'on est conçu, qu'on a commencé à fabriquer une machine infernale, mais absolument infernale. Et vous qui êtes coach aujourd'hui, vous allez vous heurter, bien évidemment, à deux choses. C'est le caractère, c'est la personnalité et c'est les rôles que les personnes ont à jouer. Ce qui pose problème quand une personne vient nous voir, c'est que dans un rôle, il n'y arrive pas. Dans son rôle professionnel, dans son rôle personnel, dans son rôle de mari, de femme, d'amant, de maîtresse, peu importe ce que c'est. Mais le rôle, celui-là, il marche pas. Il nous dit, là, j'y arrive pas. Et on peut lui expliquer son rôle. Sauf que derrière, on va se heurter à deux choses, le caractère et la personnalité. La personnalité étant ce qu'elle veut vendre et le caractère, c'est ce qu'elle est devenue. Et petite phrase, qui est-ce qui dit ça? Est-ce que je vais retrouver ou pas? Héraclite qui dit ça. Absolument formidable. Le caractère d'un homme est son destin. Eh bien, moi qui avais travaillé beaucoup à mon équipement, j'étais devenu un grand sage extérieurement, eh bien, qu'est-ce qui se passait? C'est que mon caractère a été mon destin. Et quand j'ai vu à 50 ans mon destin, c'est-à-dire finir tout seul comme un vieux con, je n'étais pas encore très vieux, mais j'étais très con. Donc, on va dire un vieux con, c'était pas dû à mon savoir, c'était pas dû à mon intelligence, c'était dû, je dirais, à deux choses. Mon caractère et mon personnage. Et à chaque fois, on se heurte à ça. Et ce sont deux choses qui sont, pour le personnage, c'est visible, et pour le caractère, c'est invisible. Notre talent va être d'apprendre à fermer les yeux pour arrêter d'être hypnotisé par le personnage que l'autre veut nous vendre, ou fasciné par le personnage que l'autre veut nous vendre, pour rentrer dans le monde invisible de son caractère. Parce que c'est son caractère qui va faire son destin. Qu'est-ce que le caractère? C'est ce qui fait que on se retrouve toujours à démarrer une entreprise, à la lancer, et puis à la couler. Ou qu'on se retrouve toujours avec le même type de mec ou de femme.
Ou qu'avec nos enfants, ben, la soirée finit toujours pareil. Ou que dans une soirée, on finit toujours bourré. Ou que on finit toujours par se fâcher avec telle ou telle personne. Ou que malgré que le personnage qu'on est en train de vendre, qui est un personnage, on va dire, bienveillant, cool, machin et tout le bazar, à ce qui est tout à fait adapté quand on travaille dans le monde du développement personnel, du coaching et gna gna gna. Sauf qu'on est un vrai dictateur dans notre caractère et qu'on veut tout contrôler. Hein, et que quand quelque chose, ben oui, mais il faut que ça passe par moi. Hein. Oui, ben pour les agrafes, c'est pareil, hein, tu me demandes. Voilà. Et que si on est manager et qu'un client vient nous voir, il est manager, il nous dit, bah ouais, moi avec mon équipe, pourtant je suis cool, je suis machin. Ok, ça c'est ce que tu veux me vendre. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Et là, je vais fermer les yeux et je vais entendre son caractère. Et quand je vais entendre son caractère, je dis, ah ouais, d'accord. C'est ça qui se passe vraiment. Parce que toi, tu es en train de me vendre un truc qui est un personnage, qui est formidable, à l'écoute, dans la bienveillance et tout ça. Mais ce qui se passe réellement, au vu de tes résultats, c'est que ton caractère ne fonctionne pas du tout comme tu le dis. Et que tu as tellement vendu ton personnage aux autres que tu y crois. Tu crois que t'es cool. Ben, t'es pas cool, mec. T'es juste en train de vouloir contrôler. Tu dis que t'es bienveillant. Ouais. Tu te rends compte des pics que t'envoies lorsque ton caractère ou lorsque ton humeur est un peu chafouin. Alors le caractère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fruit de nos habitudes. Qu'est-ce que nos habitudes? Ben, c'est le fruit de nos ancrages. Qu'est-ce que nos ancrages? C'est la manière dont on a vécu les événements. Donc tout ça, ça va se mettre en place. Et changer un caractère, c'est ce qu'il y a de plus dur. Équiper quelqu'un avec état présent, état désiré, machin, tout ça, on sait faire. Mais changer le caractère de quelqu'un, accroche-toi Jeannot, il va falloir y bosser. Ça fait 5 ans que je bosse à mon caractère, comme un acharné. Je commence à avoir des résultats. Et ça n'a rien à voir avec mon savoir. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris m'a donné à équiper mon personnage que je pouvais vendre encore mieux. Je me suis vendu très cher, même des fois. En 20 minutes, je gagnais plusieurs salaires de certaines personnes. Je dis, waouh, quel mec, t'as vu ça? Ouais, mais mon caractère, quand j'étais à la maison, eh ben, il redevenait, il était là, et il œuvrait. Et mes réussites professionnelles, je les partageais avec mon chien. Quand on a une grande famille, 6 enfants, 5 petits-enfants, on aimerait bien de temps en temps pouvoir partager des choses. Eh bien, si notre caractère, on ne le travaille pas, on va être en grande difficulté. Donc, tout à l'heure, je vous montrerai en fait comment on va déjà voir dans nos personnages comment œuvre notre caractère. Parce que c'est difficile de le trouver, notre caractère, parce qu'il se planque dans l'ombre. Il se planque dans l'ombre. Moi, j'ai été surpris de voir à quel point, et je découvre encore des traits de caractère parce que je suis devenu quasiment un archéologue. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Donc, j'y vais, je cherche et je me dis, waouh, si j'obtiens ce type de résultat, c'est parce que mon caractère est là. Parce que le caractère, lui, dans chaque situation, il reproduit toujours les mêmes choses. Et donc, ben, je vais avoir les mêmes résultats. Alors, j'ai prévu un petit paperboard pour vous montrer la naissance de tout ça. Alors, je vais essayer de mettre ça bien dans le truc. Voilà. Donc, est-ce que ça va pour vous, là, ou non, il faut que je le ramène plutôt par là. Voilà. Vous n'hésitez pas à m'interrompre ou à me poser des questions. Hein. Moi, j'aime l'interaction. C'est pour vous que je fais ça. Donc, ben, vous êtes responsable de votre compréhension. Moi, je peux pas savoir si vous comprenez. Donc, arrêtez-moi, parce que ce soir, faudra pas me demander, hein, parce que ce soir, je fais autre chose. Donc, c'est maintenant qu'il faut vraiment être à l'aise pour m'interrompre. On va commencer par ce qu'on appelle nos instincts. Nos instincts, ils sont simples. On en a 5 grands instincts. C'est-à-dire, dans un premier temps, la nourriture. La nourriture, c'est toute la partie sécurité. La nourriture pour être en forme. Hein, c'est tout ce qui va nous alimenter.
Il y a un petit logiciel à l'intérieur de nous qui s'appelle le striatum. Je ne sais pas si vous connaissez, mais intéressez-vous à un bouquin qui s'appelle Le bug humain, qui est un bouquin absolument formidable qui nous explique en fait vraiment la différence qu'il y a entre l'intelligence et la conscience. Beaucoup d'entre nous sommes intelligents. Mais ce qui va faire la différence, c'est pas notre intelligence. Parce que notre intelligence nous amène toujours d'un point A à un point B. Mais la conscience nous permet de savoir qu'on est à un point A et ensuite de pouvoir aller où on veut. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc le premier point, c'est l'instinct de la nourriture. Le deuxième instinct, c'est le rang social. Le rang social. Nous sommes tous en compétition, les amis. Nous sommes tous à essayer d'avoir le meilleur rang social, bien évidemment, dans notre tranche sociale. Moi, je suis pas quelqu'un qui gagne 200 000 euros par mois. Je vous le dis tout de suite, peut-être ça va vous décevoir, mais moi, je suis quelqu'un qui tourne dans mon rang social. Voilà, moi, c'est entre 2 et 5. Voilà. Bon. Eh ben, dans mon système de compétition, je préfère être en haut de mon rang social plutôt qu'en bas. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais moi, je suis pas intéressé par ci, par ça. » Oui, mais tu es dans ton rang social et dans ton rang social, tu es en compétition. Dans ton rang social, tu es en compétition avec tes frères et sœurs. Moi, j'ai 6 enfants, ils sont tous en compétition les uns avec les autres. Et pour ne pas que ça se voie, ils ont tous choisi une spécialisation qui n'est pas la même que l'autre. Mais dans la leur, eh ben, ils essayent tous de réussir. Ils essayent tous de prouver à l'autre, t'as vu? T'as vu? Hein? Donc, il y en a qui sont chefs d'entreprise, il y en a une qui est artiste internationale. Donc, il y a absolument tout, mais on sent cette volonté de montrer aux frères et sœurs, t'as vu, dans le domaine que j'ai choisi, comment je suis bon. Et j'oubliais un autre qui se situe ici, c'est le sexe. Hein? Donc, c'est à la fois la reproduction de l'espèce, tant mieux, hein, c'est un instinct, et puis en même temps, le désir de trouver des partenaires. Et ce qui est intéressant, c'est que le rang social, quand on a un bon rang social, c'est plus facile. Hein. On ne te regarde pas de la même manière. Quand j'ai fait ma conférence à Lille, je suis arrivé, et puis moi, personne ne me connaissait, donc on ne me regarde pas. Je fais ma conférence, et puis après, il y a un petit verre. Et là, tout le monde te regarde, y compris les femmes. Tu dis « Oh, c'est cool !» Voilà. Donc, tu te dis « Tiens, ton rang social, c'est mieux, en fait. » Quand tu as un bon rang social, c'est plus facile pour la nourriture, c'est plus facile pour le sexe aussi. Voilà. Donc, ça, c'est déjà les 3 points. Le 4e point, c'est l'info. Obtenir l'info. Parce que quand on a l'info, on a le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on a plus de possibilités de se reproduire et de continuer sa propre lignée. J'ai 6 enfants, je dois être concerné par le dossier, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est normal. Et la nourriture, c'est plus facile quand tu as un bon rang social. Pour la nourriture, c'est évident. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le moindre effort. C'est d'obtenir tout ça avec le moindre effort. C'est-à-dire tu te promènes dans un endroit, puis à un moment donné, tu trouves un raccourci, et ben tu vas plutôt prendre le raccourci. Voilà. Donc ça, c'est nos instincts. On va tout faire pour ça. Tout faire pour avoir l'info, tout faire pour avoir le sexe, tout faire pour avoir la nourriture, tout faire pour avoir le rang social et tout faire pour faire ça avec le moindre effort possible. Alors, on est capable de manipuler, de séduire, de tuer. En fait, c'est ce qu'on veut. Et je dirais au départ, tout est permis. Hein, c'est vraiment open bar, on peut y aller. Ça, c'est ce qu'on croit à la naissance. Mais très rapidement, en fait, il y a des trucs qui se promènent autour de nous. C'est des gens. C'est des gens. Ça va être papa, ça va être maman, ça va être les frères et sœurs, ça va être tout ça. Et on va se rendre compte que là, nous, quand on a 1 an, on n'est pas apte à vivre. Hein, on est totalement dépendant des autres. Donc, vu qu'on est dépendant des autres, ça, on le met un peu de côté au début. Hein, on n'est pas trop en train de se dire, tiens, je vais devenir le maire de ma commune à 1 an. Donc, on va être obligé de mettre en place un système. Et ce système va venir verrouiller tout ça. Parce que si on pique la gamelle de notre petit frère, papa et maman, ils vont gronder et puis ils vont nous faire la tête. Donc, on va mettre en place un contre-pouvoir. Et on a raison. Et ce contre-pouvoir, il est géré par ce qu'on appelle une cellule de crise. Là, c'est la cellule de crise égotique. Et donc, là, si on se laissait aller, on serait une espèce d'animal. Et d'ailleurs, nous sommes à la base des animaux. Grâce à cette cellule de crise égotique, nous allons devenir social.
qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on a un instinct, eh bien, cette cellule va venir en contre-pouvoir pour bloquer l'instinct, de manière à ce qu'on perde pas le personnage social qui nous permet d'obtenir de la part de l'environnement, de l'amour, de la sécurité et de la reconnaissance. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir stabiliser les instincts. Si ça, c'est trop serré, c'est-à-dire que le personnage, il est hyper bloqué. Ça veut dire que moi, par exemple, je me présente comme quelqu'un de cool, de bienveillant, toujours à aider les autres. Moi, j'ai pas vraiment de besoin, tu comprends. Ouais, mais là, c'est du délire, en fait. Parce que ça, c'est ce que je veux montrer. Pardon. C'est ce que je veux montrer. Et tous mes instincts, ils sont pas là. Ils sont où, mes instincts? Qu'est-ce que j'ai fait de mes instincts? Je les ai planqués dans l'ombre. Grâce à ma cellule égotique, je les ai planqués dans l'ombre. Ouais, mais ça va ressortir, hein, comme on dirait, c'est comme une mobilette, hein, ça va fumer bleu, hein, parce qu'on sent que là, le moteur, il commence à fatiguer. Donc, il y a de la fumée bleue qui sort, et la fumée bleue, c'est les pulsions. Ça veut dire qu'on va être capable de faire des petites saloperies, qu'en fait, on va apparaître comme quelqu'un de très cool, mais on va vouloir contrôler, on va manipuler. Mais tout ça avec bienveillance, bien évidemment. Alors, on voit bien dans le monde du développement personnel où il faut être gna 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 gna. Moi qui, depuis des années, ai appris à regarder les gens en fermant les yeux, c'est-à-dire je vois pas leur personnage, mais je vois toute la fumée bleue qui sort. C'est-à-dire, en fait, tous les instincts qui sortent parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à tout contrôler avec leur personnage. Et je peux vous dire, il y en a, on voit plus rien derrière. Il faut s'arrêter parce que c'est tout bleu. Alors, le truc, ça passe plus. Ça passe plus. On voit qu'à l'intérieur, c'est trop serré. Alors, et puis c'est pas la seule punition, les amis. Et les amis, c'est pas la seule punition. C'est-à-dire qu'en plus, on a, nous, un deuxième logiciel autour de nos instincts qui va encore réfréner. Et ça, on l'a depuis 2000 ans. C'est l'équation judéo-chrétienne, le bien, le mal, avec un petit truc qui est assez sympa qui s'appelle les péchés capitaux. Le sexe, non, luxure, oh merde. La bouffe, non, la gourmandise, merde. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Alors, si déjà mon premier logiciel, il est déjà bien fermé parce que mon personnage, tu sais, il est comme ça, éducation judéo-chrétienne, alors là, ça va fumer bleu. Et s'il n'y a pas de moyen d'expression de mes instincts, parce que j'ai le droit de manger quand même, et d'avoir de la sécurité et du plaisir, j'ai le droit d'avoir du sexe, j'ai le droit aussi, d'aller sur le rang social qui me convient, j'ai le droit d'avoir les infos, j'ai le droit de le faire en étant cool, sans faire d'efforts. Et là, tout ça, c'est en contrainte. Ça peut pas s'exprimer. Donc, vous connaissez cette expression, cette citation de Lao Tzu, qui est une vraie citation. Qui ne pète ni ne rote finit par exploser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument visible. Visible. Et on a encore d'autres logiciels qui sont l'éducation, la culture du pays, la tradition, qui vont venir encore générer des contraintes. Moi, je suis breton, ce soir on fait une soirée. Je suis breton, je finis bourré ou pas? Comment on fait? Donc, voilà, alors que je pourrais avoir envie d'autre chose. Mais là, la pression est forte. Donc l'instinct du moindre effort en me disant demain j'aimerais bien pas avoir la gueule de bois, je vais pas l'écouter. Ou alors mon instinct peut-être de rang social où je suis le père de famille, vous comprenez, les enfants, et moi je finis bourré par terre. Bah oui, mais ça va pas le faire. Alors donc on a ça à l'intérieur. Ça veut dire que ça veut sortir en lumière et ça le remet dans l'ombre. Ce qui est absolument catastrophique. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que toutes ces contraintes internes vont générer des émotions. Vers ici, là, vers l'intérieur, on va avoir la colère envers soi, c'est-à-dire la culpabilité, on va avoir le ressentiment, on va avoir tout un tas d'émotions, de contraintes. Et ici, il va y avoir tout un tas d'émotions de désir. Là, c'est là où on va avoir besoin de travailler, parce que tout ça,
En fait, ici, on est un animal, ici, on est un personnage qui répond à l'environnement, à papa, à maman, aux frères, aux sœurs, à l'école, à la société. Donc, on va avoir fabriqué, grâce à tout ce qu'on aura réussi à contraindre ici, on aura fabriqué un personnage. Mais le personnage, c'est pas moi, parce qu'il y a encore un autre personnage autour. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est en jaune. Moyen. Bon, je ne vais pas le mettre en jaune, je vais le mettre en rose. Ici, là, tout ça, en fait, mais c'est moi, avec mes aspirations, avec ce qui fait sens, avec ce que j'aime. Donc, on va avoir d'un côté l'animal, ensuite l'animal social, et ensuite l'humain qui, lui, a envie de vivre sa vie, vivre ce qu'il est, devenir qui il veut devenir. Donc, c'est des contraintes qui sont très complexes à l'intérieur de nous. Je dirais, même si on les comprend pas aujourd'hui, ça vaut le coup de les accepter, parce que quand quelqu'un vient nous voir, il nous vend son personnage. Il a à la fois des instincts qui sont pas respectés et il a des aspirations. Il va falloir faire le tri dans tout ça. Et toutes ces contraintes ont généré des comportements. Ça veut dire que moi, j'aurais envie d'envoyer balader quelqu'un et qu'est-ce que je fais? Je souris, oui, avec plaisir. À l'intérieur, j'ai mon instinct de compétition ou mon instinct d'avoir l'info. Il veut pas me la donner. Ou l'instinct, putain, il me fait bosser, je gagne pas assez d'argent, ça me rend dingue. Mais oui, chef. Oui, samedi. Oui, vous pouvez compter sur moi. Ça sera avec plaisir. À l'intérieur, je m'en veux. Il faut que je suis en train de vivre de la contrainte interne, du désir. Et en même temps, est-ce que ça correspond à mes aspirations, à ce qui fait sens, à la personne que je veux devenir, à la vie que je veux vivre? Tout ça, non. Mais petit à petit, je vis ces émotions. Petit à petit, ces émotions me font avoir des comportements réactifs. Ces comportements réactifs me font prendre des habitudes. Et ces habitudes développent mon caractère. Et mon caractère fait que certains rôles dans ma vie, je ne peux plus les jouer. Et ça, c'est vraiment une problématique absolument majeure et qui fait que si je veux accompagner quelqu'un en termes de coaching ou de thérapie ou même un enfant ou quelqu'un qui vient juste me demander de l'aide, il va falloir que je découvre en fait où en sont ses instincts. Quelle est la pression de son personnage égotique? Le personnage égotique, je le vois assez bien parce que c'est ce qu'il veut me vendre. Quelle est la pression également judéo-chrétien? Je vais vous dire un truc sur l'équation judéo-chrétienne qui est absolument formidable et qui fait que plein de clients viennent nous voir et ne veulent surtout pas changer. Mais ils viennent nous voir pour recevoir le tampon. Parce que qu'est-ce que l'équation judéo-chrétienne? C'est qu'il faut d'abord souffrir avant d'aller au paradis. Et depuis des années, avant de faire une formation, je demande aux gens, mais pourquoi est-ce que vous êtes venus cette année à la formation et que vous n'êtes pas venus l'année dernière? Et je pose ensuite la question, qui a fait un burn-out? Qui a fait un cancer? Qui a vécu pendant 10 ans avec un pervers narcissique, un alcoolo ou je sais pas quoi? Et quand je pose toutes ces questions-là, toutes les mains se lèvent. Je dis, ah oui, alors maintenant que vous en avez bien chié, que vous avez eu votre cancer du sein, de la prostate ou d'une testicule, maintenant que vous avez vécu et que vous en avez bavé comme des fous avec un pervers narcissique, que vous avez été mis au placard pendant des années au boulot, que vous avez fait votre burn-out, vous avez le badge là, hein? Vous l'avez le badge, ça y est, j'ai suffisamment souffert dans ma survie, j'ai le droit d'écouter mes aspirations, j'ai le droit de vivre. Et c'est systématique. Je pose cette question depuis plus de 5 ans. Depuis plus de 5 ans, 80% des gens qu'il y a dans la salle ont eu un cancer, ont eu un burn-out, ont fait une dépression, ont eu un enfant malade et ils estiment que maintenant, merde alors, c'est leur tour. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de passer à des aspirations, ils ont le droit de s'autoriser à vivre. Et il y a des gens qui ont tellement flirté avec la survie. Ils ont tellement joué avec l'éducation judéo-chrétienne, avec cette sacrée équation.
que certains sont morts. C'est-à-dire qu'ils sont allés trop loin pour avoir le badge. J'ai le badge. J'ai le droit. Maintenant, je peux supporter le regard. Oh, mais j'ai quand même le droit d'être heureux quand même. Je sors d'un cancer. C'est formidable. J'ai fait une dépression qui a duré 8 ans. C'est quand même cool. Et donc là, je n'aurai plus à subir avec culpabilité le regard des autres parce que je mérite de faire ce que j'aime. Je mérite de me lancer dans ce qui me tient à cœur. Je mérite de devenir qui je veux être. Mais avant, je n'aurais pas pu soutenir le regard des autres en disant, ben ouais, c'est vrai que là, je le quitte en fait. Il est trop con. Et ou elle, parce que ça marche sur les deux polarités. Et ce qui va faire que des clients sont venus me voir pour pouvoir dire à leur famille, oui, mais je suis allé voir Morel en plus. Bon, non, ça n'a pas marché. Je tamponne, j'aurai bientôt le badge. Aller voir Morel, ça vaut des points. Ah là, t'es pas loin d'avoir le badge. Un petit burn-out de plus ou une petite période dépressive, et ça y est, t'auras suffisamment souffert pour obtenir le badge. Vous vous rendez compte de la folie du truc? Donc, il y a des clients qui viennent vous voir pour régler un problème qu'ils ne veulent pas régler, puisque ce problème est la solution trouvée par leur inconscient pour pouvoir avoir le badge. Donc, ça veut dire qu'il y a des fois, il faut se détendre. Tu fais le tampon, tu prends tes sous et tu salues. Ou alors, tu demandes à la personne si elle a envie d'aller plus loin sur la raison pour laquelle, en fait, elle veut pas changer. Parce que moi, ma fille qui est graphiste, je lui ai demandé de me faire des badges sur lesquels c'est marqué « j'ai le badge ». Alors, donc, comme ça, je peux leur donner le badge en disant « mais racontez-moi si vous méritez le paradis ». Donc, l'enfer, c'est la survie, le paradis, c'est la vie. Voilà ce qui se passe dans l'équation judéo-chrétienne. Et c'est difficile à trouver, c'est difficile à accepter. Mais une fois qu'on explique ça, il y a quelque chose de tellement vrai, il y a quelque chose de tellement juste, et il y a quelque chose de tellement commun à chacun d'entre nous, que c'est entendu. Moi, je pense que mon badge, je l'aurais eu avec un cancer du poumon. Ça aurait été cool parce que là, tu as vraiment un badge. Sauf que le problème, c'est que tu n'as pas beaucoup de vie après, quoi. C'est un peu court. Donc, je trouve que l'équation judéo-chrétienne est un peu lourde dans les conséquences qu'elle a. À l'origine, elle est très bien. Elle est là pour faire que les humains ne soient pas des animaux. L'idée est top. Bon, grosso modo, tout ça a un peu pété au début du siècle dernier avec la loi de 1905, du 5 ou 1905, avec la séparation de l'Église et de l'État, souhaitée par les industriels, parce que si tu lâches les instincts ici, les gens vont consommer à fond la caisse. Ça a tellement bien marché que ça donnait les 30 pollueuses. Glorieuse, pardon. Donc, le truc a bien marché, mais aujourd'hui, c'est complètement fou. On est dans une surconsommation de nourriture, de sexe, le rang social. Oh, regarde, combien j'ai de j'aime. Super, j'ai dépassé machin, je l'ai niqué. Ah, super, combien j'ai de followers. On va regarder son rang social là-dessus. Parce que c'est très accessible. Et en plus, on peut se faire livrer le moindre effort impeccable. Internet, on a toutes les infos. C'est devenu un peu une folie. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité. C'est-à-dire que l'animal en nous, il essaye de sortir, il fume de partout, ça sort de partout, et avec une contrainte absolument énorme malgré tout. Alors, comment on fait, je dirais, pour sortir de ça? Alors, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais ouais, comment Daniel, est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Daniel, c'est... Eh bien, de se rendre compte que ce système-là va avoir généré notre personnage. Ce système-là va avoir... Ah, on m'appelle. Ah, mais j'ai pas de son. Tu n'as peut-être plus le son. J'ai du son, c'est bon. C'est bon. Du coup, on a un petit peu dépassé. On avait gardé un petit temps de questions-réponses pour amener à la pause jusque 10 heures. Magnifique, je suis attentif à vos questions. Francine, est-ce que du coup, il y avait une question qui était dans le chat. Est-ce que tu veux la prendre? Et puis, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, manifestez-vous vers le chat ou allumez votre caméra. Et puis, alors, la première question, est-ce que toutes les sociétés sont basées sur la compétition?
Tous les animaux sont basés sur la compétition et certaines sociétés vont amplifier cette compétition. La France, les États-Unis, beaucoup où on a privilégié la réussite individuelle. Les pays nordiques, beaucoup moins, parce qu'en fait, la réussite, elle est beaucoup plus collective. Donc, partout où on va, je dirais, au niveau au moins d'un cercle qui est la culture du pays, si on encourage l'animal, eh ben, on va se battre comme des chiens. Bon, voilà. Ça voudrait dire qu'on serait individualiste. Bon, toute ressemblance avec un pays français ne serait que pure coïncidence. Il y a des sociétés aussi qui marchent sur la coopération, sur l'équilibre entre dans les relations, pas de pouvoir justement, pas pyramidal, mais juste horizontal. Oui, peut-être officiellement. Nous, en France, qu'est-ce qu'on encourage? C'est-à-dire le discours, il est très beau en fait. Oui, penser au collectif, la sécu, machin, la retraite, tout ça. Mais on est en train de mettre en place ce qui est de l'ordre de l'individualisme. Et petit à petit, des pays qui étaient basés sur un collectif, eh bien, finissent par être contaminés par ça. C'est-à-dire que l'objectif du système, c'est de lever les verrous de manière à ce que les individus redeviennent des animaux consommateurs. Voilà. Et donc, le premier pas à faire positif, ce serait quoi? Le premier pas, peut-être, ce serait intéressant de voir le premier pas, c'est observer. Voilà. Observer qu'on fonctionne comme ça, que la société fonctionne comme ça, que les gens autour de nous fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont bien évidemment des verrous extérieurs, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment les verrous et les instincts se tapent. Et comment, en fait, ça évolue pour un individu. Est-ce qu'il arrive à trouver une forme d'équilibre ou est-ce qu'il a une forme de déséquilibre, c'est-à-dire trop de pression de l'extérieur vers l'intérieur, ou en fait, c'est tout lâché. Si c'est tout lâché, on a affaire à des psychopathes. Voilà. C'est-à-dire que plus on monte dans la société, moins il y a de verrous. Donc, ça veut dire que plus on monte dans l'entreprise, j'espère que votre directeur m'écoute pas, donc plus on monte dans l'entreprise, plus on monte dans la politique, plus, en fait, ces instincts-là sont lâchés. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus la culture. Après demain soir, je mange avec un député et je connais bien ce monde-là pour être conseiller d'un homme politique ou d'une femme politique, ce sont des chiens. Vraiment. Avec tous les attributs du chien. Voilà. Donc, la première chose, c'est d'observer. Ne jamais vouloir intervenir. Le temps est notre ami, le temps est notre allié. Certainement pas se lancer rapidement dans du changement. Vous savez très bien que l'observateur modifie l'observé. Quand on s'observe dans nos comportements et nos résultats, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Nous sommes des êtres d'une finesse et d'une intelligence remarquables. Ne tombons pas, on va dire, ne tombons pas dans le moindre effort, qui serait tout de suite de trouver une solution, de trouver un remède. D'abord, on va observer. D'abord, observer et on verra. Sans doute, la plupart du temps, les choses changent d'elles-mêmes. Ce dont on a besoin, c'est la prise de conscience. On a très peu besoin d'intervenir si le temps est notre ami et si le temps est notre allié. C'est facile de le savoir puisque on parle mal du temps autrement. Oh putain de temps, putain ça passe vite, voilà gna gna. Mais si le temps est notre allié, c'est qu'on a compris la culture du jardinier. Ok. Donc s'il y avait un indicateur pour un instant, ça serait ça fume moins bleu, ça fume plus quelle couleur? Ça veut dire que en fait la clé, elle va être d'accepter de rentrer dans les rôles et de voir comment on y arrive ou comment on n'y arrive pas. Parce que c'est les rôles qui vont faire ça. Moi, j'ai un tempérament rebelle, voire complotiste et tout le bazar. Enfin bon, voilà. Donc la rébellion, actuellement, elle est contente. Si je vais voir ma maman et que je veux rentrer dans mon rôle de fils, si je suis dans mon personnage ou dans mon instinct,
D'abord, je vais me mettre en compétition avec mon frère qui, lui, veut se faire vacciner. Moi, j'y suis pas trop pour. Et je vais dire à ma mère, ah, si tu te fais vacciner, tu vas finir violette, bleue, fluorescente la nuit, fais pas ça. Bon, bah, c'est pas du tout ce que ma maman a besoin dans le rôle que j'ai à jouer. Elle a besoin de mon écoute, elle a 86 ans, elle a besoin de mon attention, elle a besoin de ma présence, elle a besoin de ma gentillesse, elle a besoin que si elle me pose une question, je lui réponde. Mais pas que je laisse aller ni mon caractère rebelle, ni mon personnage qui aime beaucoup contrôler. Okay. Vincent, tu veux poser ta question et je vois qu'il y a une main levée aussi ici. Oui. Oui, je réagissais en fait à la remarque que vous faisiez sur l'agressivité. Je crois que c'était sur on joue au tarot, c'est utile au tarot ou je sais plus quoi. Oui. C'est utile. Et du coup, je me posais la question est-ce que parce que c'est utile pour le tarot, alors du coup, c'est bien l'agressivité. Et je me disais, mais du coup, si on part du principe que ça nous est utile, on pourrait dire à ce moment-là, est-ce que le tarot, est-ce que dans la compétition, c'est vraiment utile? Donc je me disais, est-ce que finalement la pulsion, elle n'a pas besoin d'être justifiée, elle existe, elle est là, le besoin, il est là, et il n'y a pas besoin de dire c'est utile dans la vie d'avoir un peu d'agressivité, quoi. C'est un peu la question. Je suis content, Patrick, que pour toi, il n'y a pas besoin de le justifier. C'est absolument logique. Mais il y a plein de gens pour lesquels il faut réhabiliter ça en disant, par exemple, il y a des caractères qui manquent d'agressivité. Si demain les enfants sont agressés par quelqu'un, moi je vais être agressif et je suis content de ne pas avoir mis dans l'ombre cette agressivité. Là, on va pas, moi je vais pas faire de communication non violente. Hein, ça va, je vais foncer dedans. Donc, ce qui va compter, c'est le rôle et le contexte. Quand on est en train de négocier, eh bien, il faut savoir être fourbe. Quand on est en train de négocier avec son banquier, ça vaut le coup de savoir manipuler, ça vaut le coup de savoir mentir, parce que en fait, c'est l'enjeu. Tu vas pas arriver en disant oui, mais moi l'argent, vous savez, ça m'intéresse pas parce que ce qui m'intéresse, c'est de courir nu avec un tambour dans la forêt. Parce que là, le gars, il va dire au niveau du business plan, ça fait léger, donc il va pas prendre. Hein. Donc le truc, je dirais que le guerrier en temps de paix est à la retraite. Mais ce qui va être intéressant, c'est de ne pas se fâcher avec certains aspects de mon caractère ou avec certains de mes talents, parce qu'il y a des situations dans lesquelles, eh bien, ça va être absolument nécessaire. C'est intéressant la patience, c'est intéressant l'impatience, c'est intéressant le courage et c'est intéressant la lâcheté. Parce qu'il y a plein de moments où il y a une circonstance où ça va être nécessaire d'aller chercher ce talent. Donc on n'a pas besoin de construire de mauvaises relations avec. Hein, c'est comme si on a une bande de potes, il y en a un qui est mécano, l'autre qui est je sais pas quoi, et puis tout d'un coup on se dit tiens je vais faire un chantier collectif. On a besoin de tout le monde. Mais si je me suis fâché avec certains parce que j'aime pas son côté compétition ou son côté machin, celui-là, je l'aurai pas à ma disposition. Et c'est embêtant parce que à ce moment-là, ça va bloquer les travaux. De la même manière que s'il y a une qualité qu'on appelle un défaut quand on a de mauvaises relations, eh bien dans une situation, si je ne l'ai pas, je vais être en grande difficulté. Moi, par exemple, la douceur avait longtemps été remplacée par le contrôle chez moi. Parce que quand j'ai été petit, que j'étais doux, on a abusé de moi, on va dire, on va le dire comme ça. Eh bien, moi, je me suis dit, alors là, la douceur, c'est terminé. Ça, c'est vraiment pour les nazes. Ouais. Mais dans le rôle que j'ai à jouer avec ma maman qui a 86 ans, en fait, j'en avais pas. Et ma maman, elle me disait toujours, putain, t'es dur, toi. Et je dis, ouais, c'est vrai, t'as raison. J'y mets où est ma douceur? Je l'avais laissée sur le chemin de mon histoire parce que mon histoire avait fait que j'estimais que la douceur pouvait pas être utilisée à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Daniel alors qu'il a 6 ans? Eh bien, il est là avec sa douceur dans les bras. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'en fait, c'est pas possible d'avoir cette douceur. Alors il se décale et il laisse un petit Daniel avec la douceur ici et il continue sans. Et le regard qu'il porte sur la douceur, eh bien, il est mauvais. D'ailleurs, je m'en rends compte. Comment je le sais? C'est parce que quand je vois des gens qui sont doux, là, ils sont tout, ils sont mièvres, quoi, c'est des gna, et ils m'énervent, ces gens-là. Bienveillance, c'est tout le bordel, là, qu'est-ce que c'est que ce truc, là, réveille-toi. Oui, mais c'est parce que c'est moi qui suis en difficulté. Si je sens une attirance vers quelqu'un, ou si je sens une répulsion vers quelqu'un, ça parle de ce que j'ai mis dans l'ombre. Ça parle de ce que j'ai caché. Donc, quand on accompagne quelqu'un, c'est intéressant de lui dire, mais qui t'énerve, qui t'attire? Parce qu'on va être capable, comme ça, de trouver ce qu'il y a dans l'ombre. Tout seul, c'est difficile. C'est en observant
sa relation au monde qu'on découvre sa relation à son monde dedans. Et l'attirance-répulsion, c'est ce qui nous indique, en fait, c'est avec quoi nous, à l'intérieur de nous, on est en attirance et en répulsion. Nos qualités, on les met dans le personnage, et les défauts, on les met dans l'ombre. On vend un personnage qui est totalement faux, et en fait, qui va nous handicaper très rapidement dans les rôles qu'on va avoir à jouer. Il y en a, en fait, ça va, ça marche. Par exemple, je sais pas, la compétition, je l'ai mise en œuvre, l'optimisme, je l'ai mis en œuvre. Donc tout ça, je l'ai mis dans la lumière. Et je suis commercial dans une boîte. Nickel, nickel. Là, je suis le meilleur vendeur de la boîte. Je rentre à la maison et je dois m'occuper des enfants. Ben là, ça va pas du tout. Ou avec ma chérie, elle me dit, mais franchement, on peut pas parler avec toi, tu veux toujours avoir raison, on peut pas avoir de moments partagés parce que tu es toujours à moitié agité. Ouais, ben oui. Donc ça veut dire qu'il y a des rôles qui vont être super bien remplis, réussis, parce que ça correspond à mon caractère, ça correspond en fait à la quantité de choses que j'ai mis dans l'ombre et la lumière, ça correspond à mon personnage. Donc là, je suis brillant. Comme moi, j'étais brillant dans mon métier, dans mon rôle, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais arrivé dans mon rôle de parent, papa, père, également fils, frère. Oh, j'étais complètement à côté de la plaque. Parce que là, ma limite pour jouer mon rôle, c'était mon caractère, mon personnage, mon ombre et lumière. Donc, l'idée, c'est pas de dire c'est bon ou pas bon, bien ou mal, c'est dans certaines situations, c'est adapté. Dans d'autres situations, c'est inadapté de mettre tant ou si peu de cette qualité ou de ce défaut, puisque donc c'est sortir du bien et du mal pour passer dans l'adapté. Et donc ça veut dire que si notre caractère est le fruit de ce que j'ai mis à l'ombre et à la lumière, eh bien si ça a été mis en place par des habitudes, par des comportements qui sont le fruit d'émotions, eh bien, pour faire évoluer mon caractère, il va falloir que je mette en place de nouvelles habitudes. Et vous, dans votre métier, ou moi dans le mien, tant que j'ai pas travaillé là-dessus, tout ce que je faisais avec mes clients, ça durait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis après, le caractère reprenait le dessus. Donc, ce que j'ai appris depuis 5 ans, mais c'est mon angle de vue qui viendra enrichir votre modèle du monde et qui n'est pas la vérité. C'est que j'ai tout focalisé désormais sur l'ombre et la lumière, c'est-à-dire travailler sur le comportement. Donc, première étape, prise de conscience de notre comportement et de la limite qu'il génère dans notre propre vie, mise en place de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements pour commencer à modifier mon caractère, récupérer ma patience, récupérer mon agréabilité, récupérer ma capacité à aller dans des expériences nouvelles. Parce que c'était pas dans mon système. Dans mon système, ça restait dedans. C'était bloqué. C'était coincé. Et il y a plein de situations auxquelles je peux pas faire face, ou les situations qui se reproduisent. Toujours la même histoire amoureuse, toujours les mêmes problématiques avec mes voisins, toujours les mêmes problématiques au boulot. Je suis très enthousiaste et au bout d'un moment, ça foire, je me fâche, je suis viré. Oh, et je recommence et je me dis, ouais, mais c'est un problème, en fait, c'était mon travail. Non, c'est mon caractère. Merci Daniel.